théologie. C'est la théologie, c'est l'étude des textes bibliques. Grossièrement, c'est ça. Mais comme souvent dans le début de mes vidéos, on va pas du tout parler de ça. Et on va repartir sur notre bonne vieille guerre froide et notre belle conquête spatiale. Alors, la dernière fois on s'est arrêté avec le lancement du satellite français Astérix, et on avait fait une vidéo sur le programme Gemini. Là on va pas se prendre la tête, on va reprendre les petites aventures de nos deux blocs. Alors, le satellite Astérix était parti le 26 novembre 1965. Il faut savoir que le 15 décembre de la même année, il y a eu Gemini 7 et 8. Il y a eu un petit délire bizarre dans les dates de lancement. Le Gemini 7 est parti avant Gemini 6. Et voilà. Bon alors, on reprend où nous du coup là? On va parler rapidement du programme Luna. C'est un programme soviétique qui avait pour but du coup, le nom est assez évocateur, d'explorer la Lune. Pas d'humains, hein, vraiment juste des sondes qu'on envoie sur la Lune. Ou autour de la Lune. Les sondes Luna avaient pour la particularité de s'écraser sur la Lune au début, vraiment c'était, on appelait ça des impacteurs, hein, vraiment elles arrivaient, elles tapaient la Lune, et il y avait des instruments de mesure si c'était encore en vie dessus, et on pouvait les utiliser quoi en gros. Mais ça servait les soviets à dire qu'ils avaient un objet sur la Lune, alors que les Américains, eux, n'en avaient pas. Donc, vous l'avez compris, elle n'atterrissait pas vraiment en douceur. Sauf Luna 9, qui atterrit sur la Lune le 3 février 1966. Et donc, premier objet humain qui atterrit sur la Lune en douceur. Vraiment, il se pose et il est intact, quoi. Et ça la fout mal. Bah ouais, ça la fout mal parce qu'il faut bien comprendre que la Lune, c'est vraiment l'objectif final des deux puissances. Certes, l'URSS et les USA s'affrontaient sur un peu tous les plans, même dans la conquête spatiale, il y avait plein d'aspects différents, mais la Lune, depuis le mort, vient de... je sais pas, c'est un coup de fait. Mais depuis le discours de Kennedy en 62, vraiment, ça a relancé une course à fond vers la Lune. Tout le monde veut aller sur la Lune. Enfin, tout le monde. Les Soviets et les USA. Et donc, il y a une course vers la Lune, et les Soviets sont en premier à poser des objets sur la Lune, et avec même Luna 10 à orbiter autour de la Lune. Il est connu que les Américains préparaient leur mission pour aller sur la Lune. Avec le programme Gemini que je vous ai présenté, ils préparaient en orbite terrestre les missions pour aller sur la Lune. Ils commencent à marrer, etc., faire des EVA, etc. Et les soviétiques, on n'a pas trop d'infos sur leur programme lunaire. On sait pas encore trop comment ça va se passer. On connaît aussi le programme Apollo qui va commencer en fait. Le programme Apollo va servir à aller sur la Lune à un moment. Normalement c'est Apollo 11 qui servira aux humains à poser le pied sur la Lune. Mais les Américains, leur programme est plutôt connu. Gemini et Apollo. Mais les soviets, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est assez sombre. On connaît le programme Luna, mais c'est tout. C'est compliqué de savoir s'ils étaient plus avancés sur l'exploration lunaire en 66. Les soviétiques, vraiment, comme je l'ai dit, on ne savait rien. Les Américains, même s'ils savent pas grand chose de ce qui se passe, ils se disent, c'est quand même la merde, parce que, nous, on est moins avancés qu'eux. Là, eux, ils ont posé quelque chose sur la Lune, nous, on n'a rien posé encore sur la Lune. Eux, ils ont orbité autour de la Lune, nous, non. Donc c'est un peu la merde. Je vous ai parlé de Luna 10 qui orbite autour de la Lune. Peu de jours après, eux les Américains arrivent à amarrer Gemini 8 et Agena ensemble dans l'espace. C'est intéressant de savoir amarrer, mais l'objectif final c'est toujours la Lune. Je vous rappelle que la mission de Gemini 8 était avec Neil Armstrong et qu'elle est partie un peu en couille. Et je vous rappelle, ils sont mis à tourner un peu de partout comme ça. Ça l'a foutu un peu mal, mais bon, ils ont survécu. Mais Gemini 8 reste dans l'histoire quand même, parce que c'est une mission qui est passée vraiment à ça de la catastrophe. On fait un petit bond en avant, tout le monde continue à s'entraîner, et le 12 février 1967, Apollo 1 se prépare. Ils sont censés décoller le 21 février, ils font quelques essais au sol dans leur cabine. Tout l'équipage d'Apollo 1. Ils sont dans une fusée qu'on appelle la Saturn 1B, que voilà. Et tout simplement, ils font des essais au sol. Ils sont en cabine, en condition. Sauf que, dans la cabine, un feu se déclenche à cause d'un court-circuit, des câbles prennent feu très rapidement, et tout l'équipage meurt intoxiqué en quelques dizaines de secondes. C'était hyper rapide. Ça a foutu un sacré moral, ça. Aux astronautes de la NASA, Apollo 1, c'est vraiment une histoire plutôt terrible. C'est juste des essais au sol, la fusée n'est même pas allumée. Enfin, je veux dire, les moteurs ne sont pas allumés. Et ils meurent tous, bêtement, dans la cabine. Donc le programme américain en prend un coup. Mais ils vont pas s'arrêter pour autant. On change vite fait d'astre. En octobre 1967, les Russes arrivent à rentrer dans l'atmosphère de Vénus. Première fois qu'une sonde va dans l'atmosphère d'un astre autre que la planète Terre, tout simplement. C'est une première, comme je l'ai dit, et donc
pareil, les Américains se disent merde, les Russes, ils vont explorer d'autres astres avant nous. Ils sont allés voir Vénus, première fois qu'on va voir Vénus. Et évidemment, la sonde nous envoie quelques données sur la planète, la jumelle maléfique de la Terre. Bon, ça c'était en octobre 67, mais le 9 novembre 67, il y a un truc bizarre qui se fait entendre. On comprend rapidement qu'il y a quelque chose de très gros qui s'apprête à décoller. Dans les vidéos d'avant, je vous vendais que les Américains, pour envoyer des satellites, ils avaient des petits pétards. Enfin, c'était pas des très grosses fusées, quoi, elles emmenaient entre 3 et 7 tonnes en orbite basse, max. Et bon, les Russes étaient quand même bien devant à ce niveau-là, hein, avec la R-7 Semurka et tous ses dérivés, et d'autres fusées, les prémices des fusées Proton, etc. Ils arrivaient à envoyer des plus grosses charges utiles que les Américains. Mais là, les Américains ont décidé de craquer leur slip. Et ils envoient tout simplement la fusée la plus grosse jamais construite. Rien que ça. 110 mètres de haut, bon, ça fait pas 110, mais voilà. 110 mètres de haut, et elle envoie très facilement 100 tonnes en orbite basse. Vraiment impressionnant par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Juste pour passer vite fait sur cette fusée qu'on appelle donc la Saturn V, je vais vous expliquer brièvement ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Je vais lire mes notes parce que c'est chiant de tout retenir tout simplement. Alors, pour que cette petite Saturn V décolle, il faut tout simplement 89 camions d'oxygène liquide, 26 camions d'hydrogène liquide et 27 camions de kérosène raffiné, juste pour remplir le carburant de la fusée, hein, pour que ça décolle. Et chaque moteur du premier étage, il y en a 5, consomme donc à chacun 2500 litres de carburant et comburant confondus par seconde. Donc on est sur du environ 12 500 litres qui partent chaque seconde. Ça consomme un peu, mais ça pousse fort, très fort. Les moteurs F1 développés par Rocketdyne sont les moteurs à simple tuyère, donc un seul bol comme ça on va dire, les plus puissants jamais produits, on ne fera pas mieux, 690 tonnes de poussée par moteur. C'est pas dégueu, hein, vraiment c'est incroyable, juste incroyable. Enfin bref, cette fusée se fait entendre de très loin, hein, parce que ça doit faire un vacarme d'enfer. Et en fait c'est juste Apollo 4 qui décolle, donc le 9 novembre 67. Et c'est la première fois donc qu'on voit la Saturn V œuvrer, on va dire. Apollo 4 sert juste grossièrement à faire des tests en orbite basse de Saturn V, pour voir si tout fonctionne correctement, parce que c'est une fusée quand même à 3 étages, voire 4 si on compte le module de commande tout en haut. Et vu qu'elle est surpuissante, que c'est la première fois qu'on fait une fusée comme ça, il faut bien la tester avant directement de l'envoyer sur la Lune, hein, parce que c'est le but final. Ils la testent en orbite basse avec Apollo 4, 5, 6, 7. 7, je crois qu'il y a quelque chose de différent. Mais en gros, ils font une batterie de tests pour Saturn V, parce que il faut pas que ça foire, quoi, quand il y a les astronautes qui vont vers la Lune. Donc, on était le 9 novembre 67, et on va faire un bond d'une année en avant, pour directement parler d'Apollo 8. Toujours avec le même monstre, hein, toujours avec Saturn V, elle décolle le 21 décembre 1968. Et là, ça rigole plus. Même vraiment pas. Ils partent pour la Lune. Il y a un équipage de 3 personnes, et ils vont vers la Lune. Petit disclaimer pour ceux qui n'ont pas compris, ils ne vont pas aller sur la Lune. Hein, ils vont juste faire le tour, enfin faire quelques tours de la Lune, ils vont se mettre en orbite autour de la Lune et revenir. Ils vont pas encore se poser, hein, parce que sinon c'est trop facile. Non, il faut déjà faire quelques tours pour passer la frustration comme ça, de voir la Lune mais pas pouvoir y aller, et de revenir sur Terre. Bon, évidemment, c'est fait pour que voir si tout marche bien, si le LEM marche bien, si le module de commande marche bien en orbite lunaire, s'ils arrivent à s'amarrer, etc. Tous les tests, quoi. C'est chiant, en fait, ils devraient partir directement, voir si ça marche, si on peut se poser sur la Lune, et puis voilà. Non, ils sont obligés de faire plein de tests qui coûtent juste hyper cher, mais enfin bon. On peut pas leur en vouloir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ha! Enfin bref. Le 21 décembre 68, ils décollent et foncent droit vers la Lune. Pendant le voyage, ils prendront cette photo de la Terre. Et c'est la première fois qu'un humain voit la Terre en entier. Et oui, en orbite basse, on voit juste un gros horizon, on va dire, hein, c'est les images qu'on voit depuis la Station Spatiale Internationale. Mais la Terre en entier comme ça, on ne l'a jamais vue avant. Et je trouve cette image incroyable. Après 55 heures de mission, donc quand même plus de 2 jours, hein, plus de 2 jours à faire en ligne droite dans l'espace, ils vont arriver en orbite lunaire. Et en arrivant en orbite lunaire, ils vont prendre cette photo, qui est aussi incroyable. C'est la photo, c'est la Terre d'un autre astre. Enfin, je sais pas, je trouve ça dingue. C'est aussi donc la première fois qu'un humain arrive dans la sphère d'influence gravitationnelle d'un autre astre que celui de la Terre. Première fois. Apollo 8. C'est toutes les premières Apollo 8. Sauf une, hein, qui est de marcher sur la Lune parce qu'ils sont passés à côté, comme des cons. Et pour la première fois, donc, après quelques jours de voyage et quelques orbites autour de la Lune, ils voient quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est cette image. Et ouais. En passant derrière la Lune pour la 4e fois, il voit un morceau bleu se lever à l'horizon, un petit lever de terre. Juste complètement incroyable comme photo. T'imagines, t'es derrière un autre astre,
que personne ne connaît, et tu vois ta maison se lever au loin comme ça. Je sais pas, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux, puis en plus c'est bleu, je sais pas, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Ça doit faire un peu peur quand même, parce que t'es quand même à 350 000 km de chez toi, mais je sais pas, ça a quand même un putain de charme, je trouve. Cette photo-là sera une des 100 photos qui ont changé le monde. C'est un classement un peu bizarre, mais c'est une des 100 photos qui ont changé le monde. Et je comprends complètement pourquoi. Ensuite, évidemment, le retour sur Terre. Une photo même sera prise de leur retour sur Terre. Voilà. Apollo 8 marque vraiment un gros tournant dans la course à l'espace parce que là, c'est vraiment vénère de fou, quoi. Des humains sont partis en orbite autour d'un autre astre. Bon, certes, c'est plus proche de la Terre, mais quand même, ça marque quand même un truc de malade. Et là, les Russes, ils en prennent un coup parce que eux, ils sont vraiment pas autant avancés. Ils ont fait énormément de choses avant les Américains, les sondes Luna, les sondes qui sont allées sur Vénus, mais là, des humains qui vont aussi loin et vers la Lune, ils ont pas fait les Russes. Et ils sentent complètement leur retard. Et ça va se ressentir encore plus après. Mais moi, je vais vous laisser ici aujourd'hui. Bah oui, c'est comme ça. Bah c'est comme ça les gars, c'est comme ça, c'est tout. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu dans ce petit décor, hein, ça fait un petit mois. J'espère que, en tout cas, ce décor ne vous déplaît pas. Hein. De toute façon, pas le choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, moi évidemment, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez toujours pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne et vous abonner, liker, partager, etc. Et bah tout simplement à plus. Allez, bisous tout le monde.